Quexkina, ici Alexandre, accompagné de mon collègue André. Fait que cette semaine, nous avons une invitée, Gabrielle Vachon-Laurent. Fait que je te laisse un peu t'introduire, comme ça on va pouvoir savoir en tes propres mots comment tu t'introduis, comment tu es en fait comme personne. Ça, on se parlait, je pense, avant, il fallait que je t'envoie des documents, puis c'est toujours la partie la plus difficile de rester humble, puis de dire je suis simplement Gabrielle Vachon-Laurent de la communauté de Pessamit et de la nation Innu. Puis je viens de ma mère, je pense, comme un peu tout le monde, là. Fait que tu sais, je suis quand même quelqu'un qui aime ça rire, puis le monde qui me connaît, j'ai un grand réseau d'amis, puis un réseau de contacts aussi. J'aime ça m'amuser en travaillant, puis je pense que c'est, comme ça que je me décrirais les expériences passées. Je pense qu'on l'a vu dans ma bio, là, je passerai pas mon temps à parler de moi. C'est vraiment d'avoir une approche humaniste, puis surtout, je pense que c'est d'offrir la place, aux jeunes. Comme moi, j'ai été jeune, j'ai dû prouver que j'étais capable de faire le travail, de faire le projet qu'on me demandait de faire. Mais c'est toujours la confiance. Puis moi, c'est pour ça que je travaille maintenant, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, je pense, ait leur place dans les pouvoirs plus décisionnels, d'engagement citoyen aussi. Il ne faut pas l'oublier, être un citoyen à part entière, soit d'une communauté ou un milieu urbain. Tu as des devoirs à faire, même si souvent c'est comme un peu plus caché, mais ça fait un impact quand même, tu vois. Fait que moi, je m'introduirais comme ça, je m'appelle engagement, là, en général, là. J'aime ça m'engager, puis je le fais pour de vrai jusqu'à la fin. Oui, effectivement, quand on regarde ton CV, même si tu es une personne bien jeune, on se dit en effet, c'est pas facile d'être humble avec un CV comme ça. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on veut introduire l'idée qu'il y a des jeunes leaders maintenant qui arrivent et d'autres qui viendront. Il y a des nouvelles voix, des nouveaux porte-paroles, des nouvelles personnes dans les organisations qui amènent amènent leur énergie puis leur vision de jeunesse. C'est fantastique. Moi, ça me réjouit. Là, bientôt, je vais pouvoir dire à mon collègue Alexandre, bienvenue dans le club des vieux. Hein? Alors, écoute, on peut mentionner effectivement que pour l'instant, Gabriel, tu me corrigeras si mes informations ne sont pas toutes exactes, mais là, tu es conseillère en stratégie jeunesse pour l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, APNQL. Et aussi, et là, c'est assez récent pour qu'on te donne toutes nos félicitations, tu as été élue vice-présidente ça fait pas tellement longtemps, quelques semaines, quelques mois, à peine quelques mois, vice-présidente de l'Association Femmes autochtones du Québec. Alors, j'aimerais d'abord, pour entrer un peu dans le vif du sujet, puis en même temps, ça pique ma curiosité. C'est quoi une conseillère en stratégie jeunesse et quels sont les conseils, si ce n'est pas secret et confidentiel, les conseils que tu donnes à la PNQL? Parce que je me dis, peut-être que nous, on pourrait aussi en profiter parce qu'on veut aussi, c'est notre plan cette année, de rejoindre davantage la clientèle jeunesse au travers nos activités. Bon, pour faire un point là-dessus, un de mes rêves, c'est de travailler ou d'être chef élu comme M. Ghislain Picard. J'ai toujours suivi sa voie à lui de représenter les Premières Nations, mais de la façon le plus par l'unité, je dirais. Mais pour le moment, je suis au réseau jeunesse des Premières Nations du Québec-Labrador en conseillère en stratégie jeunesse. Fait que le but de ça, c'est justement, vu que je parlais, que j'ai beaucoup d'expérience sur le terrain, j'ai fait beaucoup de forums jeunesse, puis je pense que c'est comme ça qu'on s'est connus aussi avec Alexandre, que j'ai connu Présence autochtone notamment. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'implications qui n'étaient pas rémunérées. En fait, on était là pour apprendre, nous, en tant que jeunes. Puis c'est comme ça qu'il m'est venu l'idée de pourquoi pas, tu sais, forger
mon bagage plus expérience professionnelle pour répondre à ce besoin-là de comment on arrive à rejoindre les jeunes des Premières Nations facilement, mais aussi les rendre à l'aise de s'impliquer de quel niveau que ce soit. Puis moi, mon rôle au sein du réseau Jeunesse des Premières Nations, c'est de voir à pallier ces besoins-là qui sont ressentis auprès des jeunes, de les rapporter ou aider d'une façon de trouver comment eux, ils pourraient apporter à nous. Pour quelqu'un d'introverti, quelqu'un d'extraverti, ce ne sera pas la même réalité. Quelqu'un qui travaille plus dans, mettons, si on parle d'itinérance en milieu urbain, ben, il va le comprendre sur le terrain, puis il va pouvoir nous en parler à nous de comment il pallie lui aussi d'une certaine façon. Fait que je pense le réseau, pour moi, de travailler en tant que conseillère, c'est aussi de provoquer, je pense, un appel à l'unité des Premières Nations, puis surtout par la jeunesse, parce qu'on dit souvent, puis on l'entend très, très souvent dans les discours politiques, c'est pour les jeunes qu'on fait ça, mais comment on peut faire en sorte qu'on fasse par et pour les jeunes, tu vois? Puis c'est toujours une discussion que j'ai avec n'importe quel chef élu ou bien que j'ai rencontré ou bien juste un jeune que j'ai croisé à l'université qui lui aussi fait un bac dans le mien. Comment toi, tu penses qu'on peut changer ça? Puis c'est des discussions on est en train de forger de qu'est-ce qui serait l'idéal de la place des jeunes dans n'importe quelle institution. Puis nous, l'apport, puis la confiance, on en a besoin maintenant. Puis je pense que c'est un des grands enjeux qui fait en sorte que mon poste de conseillère en stratégie jeunesse est importante au moment où on se parle. Puis je dis souvent, j'ai pas la science infuse, mais j'ai bâti ma vie professionnelle, personnelle même, je pourrais dire, à créer des liens tout au long de ma vie, que ce soit avec quelqu'un que je rencontre dans le métro à Montréal, que je rencontre quelqu'un à un certain forum à Québec ou dans les communautés même, ben, je garde ces contacts-là. Puis je pense que c'est en tissant des liens comme ça que là, comme aujourd'hui, Alexandre m'a invité parce que j'ai quand même, je suis groupie de votre organisation sur les podcasts que vous faites. Ça me rend tellement inspirée à chaque fois de n'importe quel endroit où est-ce qu'il y a une conférence, je m'immisce, puis j'essaie de prendre qu'est-ce que j'ai de besoin, peut-être qui me manquerait dans ce que je peux apporter aux gens de ma communauté, là. Ben, la communauté autochtone en général. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, André. Oui, oui, oui. Ou si tu n'y as pas bien répondu, tu l'as bien contourné. Alors, si je comprends bien, c'est ton rôle, c'est aussi beaucoup la mobilisation de la jeunesse pour qu'ils soient bien au courant des enjeux et qu'ils ne soient pas gênés d'aller voir leur chef et dire écoute, là, il y a telle question qui pour nous est importante et faut que le conseil s'en préoccupe. Est-ce que je résume bien la chose? Ben, en fait, on parle souvent des conseils comme des freins à la jeunesse, mais comment moi je pense, c'est que je pense que les 2 parties sont pas assez au courant de la réalité de l'un de l'autre parce qu'on entend très bien que dans les conseils, c'est des gens élus, qui doivent représenter une population entière, mais qui souvent ne parlent pas de qu'est-ce qui leur préoccupe et c'est la même réalité pour les jeunes. C'est que les jeunes sont vraiment introvertis quand on leur laisse la place, ben, ils sont extravertis, puis là, ils disent: «Moi, j'ai tel besoin, j'ai eu tel souci, j'ai eu tel, blocage au niveau d'un projet que je voulais faire». Ben, comment on peut aider ces jeunes-là, finalement, à les guider au travers de tous ces systèmes-là qu'on pense seulement, négatifs, complètement négatifs, mais en vrai, j'ai toujours été quelqu'un de très positif dans la vie, puis moi, je vais essayer de trouver les cracks où est-ce que je peux faufiler ce projet-là, puis finalement, laisser la place à ce jeune-là de faire son projet, qu'il pensait depuis longtemps, puis qu'il pensait même plus pouvoir le réaliser, dans le temps. Puis je pense que c'est des stratégies, comme ça, c'est de travailler ensemble. Ça a toujours été ça. Mon but dans la vie, c'est de connaître le plus de gens possible, avoir un plus grand réseau, puis de faire encore plus des plus grands impacts, au niveau, sociétal, partout, même au Québec, Canada, puis
peut-être partout dans le monde, mais pour le moment, je me concentre sur qu'est-ce que j'ai à apprendre. Non, même on oublie de parler des peuples québécois qui nous entourent, d'apprendre à connaître comment eux fonctionnent comparativement à la nôtre, puis comment l'un et l'autre peut apporter de l'innovation dans leur pratique pour toujours, dans un but commun, c'est de reprendre l'unité, puis de s'autodéterminer dans n'importe quel volet de notre vie. Fait que je fais un peu de tout, tu sais, je fais de la philosophie, de la politique, de l'événementiel. L'événementiel, c'est vraiment un petit beaucoup mon dada, là, j'aime ça. Mais en même temps, j'aime ça débattre aussi quand j'en ai envie. Puis l'éducation, je trouve ça tellement important, mais il y a encore des aspects mitigés. Quand on dit faut vraiment être bénéficiaire d'un certificat, d'un bac pour performer dans un emploi, moi, j'y crois oui, d'un sens, mais il y a l'autre côté aussi que juste en étant autochtone, tu déjà une expertise pour prendre une place, qui est dédiée pour un autochtone, tu vois? Fait que moi, j'ai aussi, cette pensée-là de dire qu'il faut en croire à la capacité de tout le monde, seulement en étant un humain qui il désire apprendre ou qui a appris par lui-même, puis quelqu'un qui se fait apprendre dans une institution scolaire. Fait que là, je pense que je suis allée trop loin, mais c'est pas grave, j'aime ça m'emporter comme ça. Tu es aussi quelqu'un de la génération, que moi j'appelle la génération, peut-être bientôt il va falloir en parler au pluriel, les générations Kiuna, hein, qui est quand même le cégep, qui est une création relativement récente, qui est dédiée aux Premières Nations, qui est située au Danak. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience à Kiuna? Qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Au départ, je pense que j'aime ça parler de ça comme ça. J'ai essayé le cégep québécois, puis ça n'a pas été de tout repos. Juste, mettons en exemple le cours de philosophie, j'y comprenais rien parce que c'était Platon, un tel, puis c'est pas des gens à qui je pouvais me raccrocher puis dire: «Ah oui, c'est comme un autochtone qui a vécu la même chose que moi, que dans ces temps-là millénaires, ils voyaient ça comme ça», mais je pouvais pas comparer qu'est-ce que je vivais maintenant en tant que Première Nation, puis comment eux voulaient que je voie la vie. Fait que je m'y retrouvais pas, j'ai abandonné. J'ai terminé ma session, c'est-à-dire, mais finalement, j'ai pas continué mon cheminement dans ce cégep-là. Je m'y sentais pas bien. Fait que, un matin, je me lève, puis il y a le journal et Nouvelles par chez nous, puis j'aime ça m'informer, partout dans n'importe quel, médium. J'ai vu Collège Kiuna par et pour les Premières Nations, puis je me disais: «Qu'est-ce que c'est ça?» Je savais même pas, mais je savais l'existence du Collège Manitou, mais je savais qu'il avait fermé aussi. Fait que là, c'est là qu'est venu l'éveil, de vouloir changer, je pense les méthodes de préconition de l'avenir des Premières Nations. Mettons, moi, j'aime ça, voir ça, un retour à l'unité, mais Kiona, ça m'a permis premièrement de me retrouver moi-même en tant qu'Autochtone, Innu, fière de l'être. Parce qu'avant, moi aussi, j'étais comme: «Est-ce que je dois le dire ou non? Est-ce qu'on va me lapider, tu sais, en milieu public si je dis que je suis Innu?» Mais cette école-là m'a permis de m'ancrer, fièrement dans mon identité, puis de dire: «Je suis Innu, on a vécu telle chose». Puis je pense que je remercierai jamais, assez Kiona pour ça, de m'avoir ouvert les yeux finalement, sur l'apport qu'on peut faire, en tant que jeune, mais aussi en tant que personne des Premières Nations qui est prêt à défoncer des portes qui avaient jamais été franchies avant. Fait que je pense que c'est la drive que j'ai aujourd'hui. Je l'avais étant jeune, mais on dirait que ça l'a doublé, de puissance avec, mon passage à Kiona, puis de reconnaître aussi, qu'on a une place à prendre au Québec, on a des choses à changer. Moi, je suis étudiante à l'université, puis je remarque beaucoup de choses encore. Heu, il y a beaucoup d'ignorance, puis juste se faire pointer du doigt dans un cours, ça existe, puis je l'ai vécu, ça fait même pas quelques mois. Puis on dit souvent: «On est rendu en 2022», mais oui, mais comment tu as fait pour justement, te défendre quand c'était le temps, de ces micro-agressions-là, j'appelle? Moi, j'étais allée voir le professeur, puis j'ai dit: «Si ça aurait été un autre, étudiant autochtone introverti qui dit pas
quand il y a quelque chose qui lui dérange, peut-être qu'il serait jamais revenu à ton cours. Puis quand on parle de décrochage scolaire, ben ça en fait partie, ça aussi, des microagressions, dans lequel finalement tu te retrouves pas dans une institution qui fait pas ton affaire. Fait qu'Iona, c'est la meilleure place. Tu as tous les services du monde aussi à t'apporter directement sur place pour te faciliter. Tu as une navette, fait que tu peux pas dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Moi, mis à part, heu je pense le côté que c'est loin de comme ma communauté à moi, c'était comme à 6-7 heures de route de ma communauté, puis j'avais peur des blés d'Inde. Quand j'ai vu les champs pour la première fois, j'avais tellement peur. J'avais jamais vu ça, puis pourtant c'est juste quelque chose qui pousse dans la terre, là, fait que je voulais retourner chez nous, mais une fois rentrée, je pense que je serais restée là pour apprendre, même encore jusqu'à aujourd'hui, là, mais là, maintenant, je fais ma part des choses pour, un meilleur avenir pour les Premières Nations. Je me rappelle aussi quand j'étais au cégep de Trois-Rivières, c'est ça que j'ai remarqué. Moi, j'ai pas fait Kiona. En fait, je travaillais déjà à Montréal, puis j'avais pas l'intention de retourner aux études. Mais quand j'étais au cégep de Trois-Rivières, j'ai remarqué beaucoup. Je pense qu'on a besoin beaucoup d'encadrement à cause du choc culturel. Vu qu'on vient de la communauté, puis quand on arrive en ville, c'est tout un choc culturel, ça prend quasiment ça m'a pris des années pour m'adapter à la ville, là. Puis juste le fait d'arriver comme ça, puis d'arriver au cégep, puis de performer au cégep, c'était vraiment difficile pour moi de m'adapter aussi, là. Puis j'imagine à CUNA, il y a beaucoup plus d'encadrement, là. Ouais, ben, il y a de l'accompagnement aussi parce que, mettons, c'était pas une chose facile d'apprendre on savait qu'il y avait eu des pensionnats, mais de l'apprendre comme ça dans les livres puis au creux du sujet, c'était quelque chose à prendre, on dit tout le temps: «Prends-les pas sur tes épaules, c'est pas personnel», mais ton identité est passée par là pour devenir qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis c'est de lourdeur, ben, Kiona, il nous permettait en plus d'avoir des, suivis avec un psychologue, porte ouverte, même avec la direction. Moi, j'étais capable de parler et ça m'a tellement, c'est tellement venu me chercher, puis, je suis pas capable de me concentrer. Ben, elle était là à nous ouvrir sa porte pour qu'on prenne le temps de parler de qu'est-ce qu'on avait vu en classe. On était, je pense super bien, entouré de services qu'on avait pu, la crainte de pas y arriver. Je savais que j'allais me rendre au bout de mon deck, puis encore là, j'ai eu mon premier enfant, au cégep à ma dernière session. J'ai accouché à la semaine de relâche. Je suis toujours chanceuse dans la vie, mais pas pour la loterie. J'ai accouché à la semaine de relâche, puis le lundi matin, j'étais retournée en classe, avec mon petit bébé naissant, j'allaitais, puis une chance que ma sœur m'a accompagnée aussi dans le processus parce que, elle gardait mon enfant durant mes heures de cours pour que je puisse terminer mon deck, comme tout le monde, malgré que j'avais un bébé, qui était arrivé à la dernière session. Mais maintenant, quand je le regarde aller, mon fils, je me dis: «C'est quand même grâce à lui que je me suis dit, que maintenant maman va faire ton chemin, mon fils, puis la prochaine fois que toi, tu vas vouloir t'impliquer, maman t'aura déjà fait une place», tu vois? Fait que c'est beaucoup quelque chose qui me tient à cœur, la famille. J'y ai toujours cru, même dans ma famille à moi, on a toujours été soudés. Heu Puis ça reflète, je pense, mes pratiques aussi au niveau, professionnel, de vouloir toujours inclure, tout le monde, même si on pense pas avoir l'expertise, on va trouver une place, de toute façon. Fait qu'Iona m'a permis ça, il m'accompagnait même, avec l'auto du collège Kiona avec tout le sticker, ben, que j'allais accoucher avec l'auto du centre. Je dis tout le temps du centre, du collège, puis il me ramenait après avoir accouché. Fait que tu vois que ça allait tellement loin dans le service, qu'il pouvait m'apporter, même en étant enceinte. Puis j'ai terminé mon DEC en même temps que tout le monde, cette même année-là, en 2016. Oui, puis ce qui est aussi de formidable avec Kiuna, bon, on a eu ici Terra Washish qui a travaillé avec nous et qui étudiait en graphisme à l'Université du Québec. Et toi, tu me parles de l'Université du Québec à Trois-Rivières aussi. Donc, un des avantages aussi de Kiuna, c'est que ça
par cet encadrement, cet enracinement, cette zone de confort pour ce passage important du collégial. Ça permet à plein de jeunes autochtones, enfin à plus de jeunes, parce qu'il n'y en a pas encore assez visiblement, mais à plus de jeunes autochtones d'aller vers l'université. Toi, est-ce que ça a été pour toi naturel après Kiuna de faire application à l'université direct? Ben non, en fait, moi, j'ai tout de suite en 2016, vu que je détenais un diplôme d'études collégiales, j'avais déjà, je pense, beaucoup de portes qui s'ouvraient juste en disant que tu vas à l'école de Kiona. Les organisations autochtones, ils ont besoin de cette expertise-là, de reconnaître pratique un peu plus ancrée vers la culture des Premières Nations, puis ce qui peut refléter l'identité autochtone pour n'importe quelle nation ou communauté. Là. Je tiens toujours à le préciser. On a chacun notre façon de faire, notre façon de voir les choses. Puis Kiona, c'est ce qui m'a apporté aussi finalement. Dire, oui, je suis autochtone, mais ça ne veut pas dire qu'en général, les Autochtones fonctionnent de la même façon. Fait que c'est ce qui m'a poussé en même temps, en parlant de Terry, de garder des liens, de former un réseau d'experts en autochtonie, là, j'appelle, mais Terry, on garde contact. Quand j'ai besoin d'un graphiste, ben, je sais que c'est à lui, je peux me raccrocher, puis il va être là pour moi. Puis c'était la même chose durant notre processus collégial. Quand quelqu'un manquait de nourriture, on se faisait des soupers communautaires, puis qu'il n'y a jamais personne qui était laissé à lui-même, puis laissé non plus échouer sa session d'études. Mettons, on travaillait tout le temps ensemble. Fait que c'est ça qui est merveilleux aussi aujourd'hui. Je connais Catherine Boivin qui est un peu plus activiste, mais aussi très bonne en art graphique. Je peux me raccrocher à elle quand j'ai besoin d'un service, puis eux, ils peuvent me demander quand ils ont besoin de quelque chose. Fait que à Kiona, ça nous a permis non seulement d'avoir un éveil, nous, en tant qu'Autochtones, jeunes autochtones, mais aussi ça nous a permis de se dire on n'est pas tout seul, on est une communauté d'Autochtones de plusieurs Premières Nations qui développent des expertises, soit dans le droit, la justice, le système de santé même. Ils viennent d'offrir un programme qui va commencer en automne, je pense, en santé. On va loin, là, tu sais. On commence à aller plus loin que qu'est-ce qu'on pensait au départ, puis on est rendu, je pense, si je me trompe pas, là, je pense que je vais sûrement me tromper, mais plus d'une centaine d'étudiants qui ont diplômé là, puis très peu, je pense, de personnes qui ont décroché, fait que c'est merveilleux. On sent qu'il y a un intérêt, puis une mobilisation plus grande qu'on s'y attendait il y a quelques années, là. Oui, merci de le souligner. C'est une des choses importantes. À l'époque où les études supérieures étaient réservées à un petit groupe de mâles, hein, parce que les femmes en étaient beaucoup exclues, on parlait de l'importance du Old Boys Network, hein, la vieille gang, hein, le réseau de la vieille gang. C'était bien important parce qu'effectivement, il y a des affinités, des contacts, des liens qui sont importants pour avancer dans la vie, même après qu'on ait laissé des études. On peut appeler, tu l'as bien mentionné, quelqu'un. J'ai besoin d'un graphiste, j'appelle un tel. J'ai besoin de conseils, j'appelle dans tel domaine, j'appelle tel autre. Et ces liens-là sont extrêmement importants, non seulement pour les individus qui sont dans cette mouvance-là, mais aussi pour tous les projets, tout ce qu'ils soutiennent comme est impliqué dans des organisations. Donc, ça a un impact social aussi important, et notamment dans ce cas-ci pour les Premières Nations où dans notre marche vers la souveraineté, on a besoin de ce type de leadership-là. Ce que je remarque aussi, c'est qu'à l'université, est-ce que c'est animation culturelle? Comment ça s'appelle ce dans quoi tu as étudié? C'est loisirs, culture et tourisme. D'accord. Ouais. Loisirs, culture et tourisme. Et ça m'a fait un peu, quand je regardais un peu ton parcours, je disais loisirs, culture, tourisme,
Par contre, quand je vois les interventions que tu as eu à faire, sans doute à partir du centre d'amitié et d'autres centres d'amitié de Trois-Rivières où tu as travaillé, puis d'autres organisations, je vois de la mobilisation sur des sujets qui sont, oui, assez lourds, hein, qui ne sont pas... on pense aux suites du décès affreux de Joyce Echaquan Dubé. On pense à la situation des femmes autochtones. Alors, on voit comment tu te retrouves impliqué finalement dans je dirais, des combats. Hein? Tu as un côté combattante, warrior, qui est pas ce que l'étiquette annonce, loisirs et tourisme. Est-ce que tu vois une contradiction, toi? Ouais, ben justement, je me suis rendu compte de quelque chose en allant à mes cours. J'y vais tout le temps, même si j'ai remarqué très vite que c'est pas mal des pratiques que j'avais déjà fait sur le terrain. J'avais déjà mis en pratique la théorie qu'on me montre à l'université. Fait que d'un certain sens, je me suis dit, je me suis trompée peut-être de cheminement universitaire, mais en même temps, je me dis, ça met quand même un certificat dédié peut-être plus à l'université parce que c'était un de mes rêves de rentrer à l'université. Puis je pense celui de ma grand-mère qui m'a toujours poussé à l'éducation, puis ma mère aussi, de me voir mettre les pieds dans une université. Pour eux, c'était une grande réussite pour la famille, mais j'étais autant fière de moi aussi de me dire, j'ai rentré par juste de voir la lettre d'admission, puis de me dire, vous êtes comment il disait ça? Vous êtes admis, indéfiniment, quelque chose du genre. Ben, juste de voir cette lettre-là, c'était une fierté pour moi parce que c'était un objectif, peut-être plus familial que j'avais réussi à dépasser. Mais comme tu le précises, je pense que c'est ma place d'une certaine façon, le bac en loisirs, culture et tourisme. Si j'aurais pas travaillé avant, ça m'aurait amené beaucoup plus de choses que je m'y attendais. Fait que j'étais un peu déçue de ce côté-là. Mais il y a dans pas longtemps, je ne vais pas l'annoncer tout de suite parce que je vais rencontrer la personne, d'ici 4 heures là. J'aurais pu vous lancer la primeur, mais je ne vais pas me lancer là-dessus. Je vais vers une nouvelle, formation, prochainement, que je pense qui va être plus faite pour moi. Puis comment vous me décrivez, aujourd'hui comme une battante, une leader, ben, ça va peut-être vous donner une puce à l'oreille, mais je m'avancerai pas trop là-dessus, sinon je vais l'annoncer sur, je pense Facebook, dans les prochains jours. Bon, on n'a pas nos instruments de torture, on ne pourra pas te faire parler Ouais, ce serait aujourd'hui. une chance à distance. C'est des Oui, par contre, moi, j'aurais voulu te dire, viens prendre mon poste à ta revue, mais là, si tu bifurques, tu pourras pas. Ouais, ben, c'est pas les propositions qui manquent, puis Ben ça me oui, fend hein? le cœur à chaque fois. J'aimerais tellement ça travailler partout, puis ce Ouais. serait mon genre, mais tu sais, on est des êtres humains, un seul et unique, fait qu'on peut pas, faire plaisir à tout le monde. Mais si jamais vous avez besoin de conseils comme tu as demandé, ben, je suis toujours prête, là. Alexandre le sait, j'y écris tout le temps quand j'ai des questionnements ou quelque chose, fait que je suis pas mal dans votre environnement, même si vous saviez pas tout, hein. Tu sais qu'on travaille beaucoup avec Justin Picard aussi durant le festival, hein, fait que ça pourrait t'aider un peu avec le rapprochement avec les chefs. Ouais, c'est ça, mais tu sais, en même temps, Ghislain, il vient de ma communauté, puis je suis pas trop sûre s'il fait exprès ou il me reconnaît juste pas à chaque fois que je le croise ou ben, ça doit se dire quelque chose, mais il me reconnaît pas, on dirait, mais on va voir, là, peut-être dans quelques années, il va me reconnaître comme il faut, genre, mais sinon, je suis vraiment contente, puis je me disais, une chance qu'il ait été réélu encore cette année, parce que ça me donne une chance d'accomplir mon rêve, puis peut-être le remplacer d'ici quelques années, fait que on va se croiser les doigts, mais j'ai toujours vécu, je pense mes ambitions, ils ont toujours été construits autour d'un rêve, puis c'est toujours je dis souvent ça, mon rêve le plus simple, moi, dans ma vie, mon grand objectif, c'est seulement d'aider les gens. C'est juste ça, c'est d'aider les gens. Pour moi, c'est ce qui me rapporte, c'est ça qui fait les sous, puis souvent on se dit: «J'aimerais tellement être vraiment payé, puis tu sais, d'avoir la gloire», mais non, moi, c'est seulement de décrocher un sourire à quelqu'un puis dire: «Gabriel, waouh, ce que tu as fait la dernière fois, ça m'a tellement fait du bien.
c'est ce qui me rapporte le plus de bonheur dans qu'est-ce que je peux apporter, puis ça a l'air comme un peu plus romancé, mais c'est comme ça que moi je vois la vie, là. Ben oui, d'ailleurs, effectivement, j'allais souligner Ghislain vient aussi de Pessamit, Pessamilnou, et aussi, comme toi, c'est un locuteur de l'Inuaïmoun, hein, il commence toujours... moi, j'admire ça, hein, parfois c'est long, il prend son temps, son introduction, et il y a une pureté de langage chez cet homme. Il n'y a pas d'emprunt, en tout cas très peu d'emprunt au français. C'est vraiment l'Innu dont il parle. On voit, évidemment, il était à la radio avant, mais vraiment de voir comme la maîtrise de la langue ancestrale chez Ghislain est étonnante. Et quand il passe au français et à l'anglais, il est aussi à l'aise. Alors, effectivement, c'est un rôle modèle intéressant. Mais je comprends aussi qu'il te regarde du coin de l'œil en disant oh là, ça va peut-être que c'est elle qui va me battre à la prochaine élection. Ouais, c'est ça. C'est un petit rêve que je caresse depuis quelques années, Ouais, mais on sait que le monde de la politique, c'est pas toujours du comment? bonbon. Fait que je me pratique là, puis je consulte un peu Hmm, les gens, comment ils voient ça, comment ils voient notre avenir, puis j'attends le bon moment, mais ça devrait venir là. Je pense d'après ce ouais. que je vois avec ma lancée dans ma carrière, mais ça devrait arriver, j'imagine. Fait que j'ai un rêve, mais j'essaie de rester aussi terre à terre. Je pense que c'est important. Ouais. Mais il y a quelque chose de particulièrement difficile comme chef de l'APNQL, parce qu'on dit Ghislain, c'est un chef, oui, c'est un grand leader. Moi, je l'appelle Inouche. Le chef Ghislain Picard, toutes les fois je le vois, pas de problème. Mais la difficulté, c'est que c'est un porte-parole des chefs. Hein, il n'est pas élu au suffrage universel. Donc, son autorité n'est pas directement vis-à-vis les électeurs des Premières Nations, mais vis-à-vis chacun des chefs élus dans chacune des communautés, ce qui fait que sa marge de manœuvre n'est pas très grande. Il faut qu'il fasse très attention à toujours référer à ses commettants. Et s'il fait un faux pas, il peut se faire vite. Ça peut rebondir vite quand il y a des assemblées des chefs. Et on sait, les chefs ne sont pas toujours tendres hein, quand ils ne sont pas contents. Alors, ça ne te fait pas un peu reculer, toi, cette situation-là? Ben, pour être dans Femmes autochtones du Québec en tant que vice-présidente, je vois que parfois, c'est comme je dis toujours, il faut prouver qu'on a notre place. Puis je pense que j'ai une approche assez humaniste puis collective que toi, tu vas chercher les bonnes personnes concernées, puis les personnes aussi que quand tu lances des messages, mettons, un peu plus généralisés que nous, on demande ça pour les Premières Nations. Ben moi, je trouve que ça a toujours une plus grande portée quand ça vient de la population, puis j'ai toujours cru en la démocratie participative, puis peut-être que ce poste-là ne rejoint pas mes idéaux, mais ça, on revient toujours à la base. Pourquoi on ne travaille pas ensemble, puis tu sais, comme juste, mettons, le COVID-19 de cette année, ben, on a vu qu'il y a eu beaucoup de cellules COVID intercommunautés, que les gens ils ont réussi à travailler ensemble pour contrer quelque chose qui semblait invisible à nos yeux. On le sent quand on l'a, la COVID, mais on combattait quelque chose d'invisible ensemble pour aider les gens ils sont pour l'avoir, comment on peut les aider puis les évacuer des communautés le plus rapidement possible. Fait que pour moi, des exemples comme ça, concrets, puis heu, qu'on a vu l'action se passer puisqu'il n'y avait pas le choix de donner des nouvelles aux communautés, ben, pourquoi on ne ferait pas ça avec les autres dossiers? Tu vois, c'est toujours de rendre, peut-être, rendre des comptes à la communauté d'une certaine façon, mais aussi leur demander: «Est-ce que vous êtes correct dans vos maisons?» Tu sais? Fait que j'ai moi, je crois à la démocratie participative, puis j'ai eu toujours beaucoup de misère à accepter la hiérarchie, puis ça, je le dis, toujours très clairement.
c'est que pour moi, la hiérarchie, ça fait juste en sorte qu'on adhère à des principes colonialistes. Fait que dans le fond, mon rêve à moi, ce serait toujours qu'on fonctionne avec la vie de tout le monde. Puis je sais que ça, c'est presque impossible si on parle un peu plus de politique, mais de représenter le plus possible les gens qui vivent dans nos communautés, puis que ce soit pareil pour les gens en milieu urbain, parce que souvent, ceux-là, on les oublie, ils sont à l'extérieur pour une raison d'éducation, pour des services de santé à long terme. Ben, qu'est-ce qu'ils ont le droit, eux? Que dans les communautés, ils ont le droit d'être payés pour se déplacer à l'hôpital. Puis pourtant, tu peux être autant malade puis étudier en même temps pour revenir travailler dans ta communauté après. Ben, comment on fait en sorte pour les aider, ces personnes-là aussi qui, je dis souvent ça, mettent en péril leur identité parce qu'on sait très bien qu'une fois rendu, en milieu urbain, tu adhères plus, longuement à la langue française, mettons. Fait qu'à un moment donné, c'est quand on parlait d'enjeu de déconstruire la langue innu parce qu'on mélange le français puis l'innu, ben ça, c'est un enjeu. Peut-être que si on garderait le lien avec ces jeunes-là, dans la communauté, puis continuer à parler la langue, ben peut-être ça arriverait pas ça, ce problème-là d'enjeu de la langue. Fait que moi, j'ai des idées comme ça un peu sur le fly souvent, mais en les notant, ben par la suite, je peux le mettre en pratique sur le terrain sur lequel on me laisse jouer puis, voir qu'est-ce que je peux apporter aux gens. Ben ça donne souvent des clés qui peuvent être pris par la facilité parce que je dis souvent: «Ça me prend pas 50 000 pour faire un projet. Ça me prend peut-être, 10 chaises, 10 participants, puis juste discuter. Des fois, ça coûte rien, mais ça rapporte encore vraiment plus gros qu'une activité ludique qui nous a coûté 50 000 puis finalement, ça nous donne aucune réponse. Fait que j'ai toujours, je me suis dit: Ça me prend rien pour faire des activités puis rassembler le monde, puis c'est ça que les gens ont besoin, je pense, surtout après la pandémie qu'on a vécue, c'est de se retrouver là, puis de se parler des vraies choses. Oui, ce serait un retour au consensus qui était effectivement une tradition. D'ailleurs, la chefferie telle qu'on la connaît maintenant, c'est pas les Uchimaru d'autrefois qui étaient plus des gens qui effectivement étaient qualifiés pour, comment dire, être en contact presque intime avec leurs commettants, puis exprimer le consensus. Et là, ben, avec la démocratie plus électoraliste, forcément, il y a une distance souvent qui se crée entre les commettants et des chefs qui sont, ben, on le sait, pour la plupart, très dévoués, puis très, comment dire, moi, en tout cas, je trouve qu'on est en général, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en général, on est bien représenté. Mais effectivement, ce côté participatif où il y a une vie, on dirait aujourd'hui une vie citoyenne dans le monde autochtone qui trouve un couloir vers les chefs pour être mieux exprimés, puis mieux supporter aussi leur action vers l'autonomie des communautés. Effectivement, je suis d'accord avec toi parce que c'est ce que je décèle dans ton propos. C'est là quelque chose qui manque et qu'il faudrait recréer. Je sais qu'il y en a un des débats qu'il y a eu, là, je n'ai pas la réponse, mais je sais qu'une des idées qu'il y avait, c'était qu'effectivement, les grands chefs comme Ghislain ou comme celui Celle, c'est vrai maintenant, c'est une femme, à l'APN nationale, que le vote soit au suffrage universel plutôt que seulement une assemblée des chefs. Est-ce que tu serais de cet avis-là? Ouais, ben, je pense que, tu sais, si on parle de la population en général, autant les chefs, ils auraient le droit de voter, mais toujours en incluant la population. Puis, tu sais, au départ, c'est sûr qu'il y aurait pas beaucoup de votes ou d'intérêt, mais tu sais, c'est parce qu'il faut expliquer aussi qu'est-ce que ça rapporte voter. Puis souvent, les gens, ils comprennent pas ça. Moi-même, avant de, avant d'aller à Kiona, ben, je savais même pas à quoi ça servait de voter.
Puis moi-même, j'allais même pas voter pour mon chef de ma communauté parce que je me disais à quoi bon, ils vont le faire pareil, même si je suis pas là. Mais je voyais pas ce devoir-là citoyen de si je vote pour telle personne ou tel conseiller, ben, c'est parce que je défends les valeurs qu'elle, elle veut essayer ou lui veut essayer de mettre en place dans la communauté. Puis on sait très bien que euh, c'est pas des promesses qui sont signées puis qui sont dit qu'ils vont être faites dans la prochaine année. Mais c'est quand même des visions qu'on essaie de partager, mais d'une façon très indirecte, je dirais. Fait qu'on dirait que c'est pour ça que je dis que souvent, je me sentais pas concernée, puis que les gens, même en ce moment, ils doivent même pas se sentir concernés par les votes qui s'en viennent euh, pour soit leur communauté, pour le gouvernement fédéral, provincial, etc., municipalité. Si on parle des gens en milieu urbain, c'est pas, on voit pas l'intérêt parce qu'on comprend pas comment ça fonctionne. Je pense que c'est faut prendre le temps de dire, ben, si on vote tout le 2% des communautés autochtones à travers du Québec, ben, le 2% va être représenté au maximum, tu vois. Fait que c'est des choses à comprendre. Puis je sais que c'est pas le sujet le plus attrayant puis excitant qu'on peut avoir, la politique, mais des fois, quand on sait que ça sert à quoi, ben, c'est sûr qu'on veut plus s'engager par la suite. Oui. Ben, je sais, en tout cas, pour beaucoup de gens, particulièrement les Mohawks, là, que forcément à Montréal, on est souvent en contact avec les Mohawks. Et souvent, c'est une position de principe de ne pas aller voter au fédéral ou provincial en disant que c'est une façon de reconnaître un gouvernement colonial qui nous est étranger. Donc, dans une perspective d'autonomie, on ne veut pas aller voter. C'est discutable, évidemment, mais c'est une position qui a le mérite certainement d'une cohérence dans l'action, dans la pensée. Mais ce que tu me dis, puis ça ben, je ne vis pas en communauté, je vis en ville. Ce que tu me dis, c'est qu'il y a une désaffectation même à l'interne des communautés par rapport aux élections du conseil puis aux enjeux que ces élections-là vont amener auprès des éventuels électeurs et électrices. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, il y a toujours la question des réalités du principe qu'on vote pour la personne de notre propre famille. Puis je sais pas si cette période-là est révolue, mais dans ma famille à moi, c'était ça nos pratiques. Mais après ça, on a comme arrêté de se dire pour qui on votait. Puis chacun votait pour celui ou celle qu'il voulait voir en place. Fait que on dirait que je trouve ça dommage qu'on fonctionne de même encore aujourd'hui. Puis tu sais, il y a des femmes puis des hommes qui sont en droit, en justice, qui pourraient nous aider à l'interne à changer, puis d'essayer de représenter la communauté dans son ensemble parce que, mettons, un conseil de bande, j'imagine, si on le transforme en coopérative ou comité famille, je sais pas quoi, là, si je vois dans le plus faux de mes rêves, mais je pense qu'on aurait une plus grande satisfaction communautaire, puis on aurait des plus gros projets aussi qui je pense, suscitent l'intérêt de plusieurs familles dans la communauté, des travailleurs, même si on parle de salariés, il y en a pas à tonnes des travails dans les communautés. Il y a de la place qui manque, on n'est pas reconnu, c'est toujours le même qui rentre. Ben, ces difficultés-là ou ces obstacles-là communautaires, ben, je pense il serait plus facile à dépasser si on essayait d'avoir un peu l'avis de tout le monde, puis de se dire, OK, ben maintenant, on se fait un plan, puis on change les façons de fonctionner, ou on commence à se parler parce que la communication, souvent, c'est ce qui manque, même en étant moi-même une salariée depuis quelques semaines. Ben, faut se communiquer puis dire: «Bon, on a tel objectif, puis maintenant, comment tu veux qu'on travaille pour pas qu'on s'entrave les uns les autres, pour qu'on avance plus rapidement?» Fait que c'est des pratiques faciles qui peuvent être faites dans le cadre d'un individu avec un autre, une collectivité avec un autre. Ben, je pense que c'est juste d'avoir des pratiques saines puis équitables pour tout le monde qui pourraient nous faciliter grandement puis faire des avancées plus rapides que c'est pour ça que je vous disais, d'entrée de jeu que je n'étais pas d'accord avec la hiérarchie parce qu'il faut tout le temps t'attendre après quelqu'un pour prendre la décision ou tu la prends toi-même puis finalement tu ne représentes pas la collectivité
qui voudraient bien te suivre puis qui t'ont appuyé lors des élections, mettons, si on parle d'un conseil de bande? Je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne suis pas très au courant de comment ça fonctionne, mais de loin, il m'a semblé que à Wendake, il avait justement changé la gouvernance où les conseillers élus le sont justement par famille et seul le chef lui-même est élu au suffrage universel. Je crois, là s'il y a des Wendat qui m'écoutent, je leur demande leur indulgence parce que c'est une réalité que je vois que de loin, mais il me semble que c'est à peu près comme ça qu'ils ont organisé les choses. Est-ce que ça te semblerait une façon qui pourrait fonctionner dans les communautés Innu aussi? Ben oui, puis je pense notamment aux peuples qui se sont autodéterminés. Si m'en vais encore plus risqué que le tien, je pense, c'est vers les cris, ben, tu sais, ils ont fait beaucoup de comités qui représentent autant les jeunes, les aînés, les différentes fonctions dans leur communauté, puis euh, leur autodétermination était. Ben, moi, je les envie de vivre ça, tu sais, de l'autodétermination, l'autogérance. Mais on sait qu'ils ont donné quand même quelque chose, avant d'avoir cette liberté-là. Mais de voir comment ils fonctionnent, c'est tellement, c'est inspirant parce que chacun, travaille en même temps pour l'avancée de sa nation. Fait que c'est merveilleux. Puis qu'est-ce qui instaure? Tu sais, à un moment donné, ils vont avoir, je pense une tour à Montréal pour, je m'en souviens plus c'est quoi, réellement à quoi ça va servir, mais de voir ça, qu'ils reprennent le pouvoir sur un milieu urbain en mettant en place une organisation, qui va être respectée autant que les autres, dans la communauté québécoise. Ben, je pense que c'est une forme d'autodétermination que j'envie pour toutes les nations, tu sais, qu'on reprenne le Québec ou qu'on repartage encore le Québec, mais d'une certaine façon que nous aussi, on a un pouvoir à l'intérieur de tout ça, puis un pouvoir sain, je parle là, je parle pas du pouvoir, je veux régner sur tout le monde, non, c'est de se dire on a égalitairement des fonctions pour aider nos populations, mais on ne se pile pas sur les pieds, là. Fait que, encore là, je positivisme mon discours, mais c'est vrai que pour l'avenir, moi, j'ai toujours pensé ça comme ça, puis non, je voulais aussi, je pense, dire que je veux pas tasser les autres pour mon bien avancement, puis j'en ai vécu des choses qui étaient pas si le fun non plus dans ma vie, là, mais j'ai passé au travers, tu sais, avec des méthodes, OK, maintenant que j'ai vécu ça, tu sais, je peux passer à travers de quelque chose de plus gros. Puis un exemple concret, j'ai été malade en 2017, pendant tout ce parcours-là, de travail puis aussi d'école. Puis là, j'avais vu quelqu'un qui était en train de mourir devant moi, puis lui, il savait clairement qu'il avait le cancer puis qu'il était en phase, presque palliative. Puis il était capable de me sourire, de m'inviter à manger de la bannique avec des graines rouges, c'était un autre Inou. Puis je me suis dit: «Lui, il sourit, puis il me partage la nourriture comme si on était appelés Samit, puis comme s'il était pas malade». Tu sais, moi, j'ai des perforations intestinales, mais dans ce temps-là, il savait pas trop qu'est-ce que j'avais. Comment il fait pour faire ça? Puis je me dis: «Je souffre, oui, j'ai de la médica mé des médicaments pour, passer au travers de ce moment-là, mais pourquoi je me plains? Lui, il sait qu'il va aller au ciel dans pas long». Fait qu'on dirait qu'avec cette expérience-là, c'est là je me suis dit: «OK Gab, ce matin, tu es pas malade, tu es pas amputé, tu es pas ci, tu as pas le cancer, tu sais pas quand tu vas mourir, mettons, si on pense que je vais mourir à 80, qu'est-ce que je fais dans ce 40 ans-là qui me reste pour, dans ce 60 ans-là qui me reste pour faire avancer la cause autochtone?» Fait que c'est comme ça que quand je me lève le matin, je me projette sur ma journée, puis je me dis: «J'ai fait telle action, aujourd'hui, je vais bien dormir à soir, puis demain, je vais me trouver d'autres idées pour m'investir dans quelque chose d'autre, ou dans la même chose que j'aime, mais d'une façon différente». Fait que c'est des, obstacles comme ça que finalement tu vois que vivre, c'est beau, c'est merveilleux, même si on pense qu'on vit dans des sociétés de caca, là, mais moi, non, moi, j'aime ma vie. Je suis en milieu urbain, j'appelle ma mère au besoin pour me raccrocher à ma communauté, puis je continue ce que j'ai à faire, puis je sais qu'il m'épaule
malgré qu'ils me le disent pas directement, mais ils m'épaulent dans ce que je fais, puis ils me félicitent quand j'ai des rôles comme vice-présidente. Ma famille s'est déplacée à Trois-Rivières pour me féliciter personnellement avec des cadeaux, puis mes amis aussi. Fait que je me suis sentie très bien, puis c'était seulement quelques personnes qui me connaissaient, mais c'était un beau cadeau de leur part, puis c'est des formes comme ça que j'aime d'être remerciée que de me faire nécessairement payer pour des gros montants pour faire ce que je fais. C'est de me faire remercier par des humains. Genre, c'est merveilleux. Mais quand tu parles d'hydro, là, t'éveilles en moi la colère. Quand c'est mentionné, parce que les cris, ils se sont battus, hein, ils se sont battus et débattus, et finalement, ont réussi à arracher, ça n'a pas été simple, un traité. Et même là, il n'était pas respecté parce que ce qu'on a appelé la paix des braves, c'était juste dire on oublie toutes les 40 poursuites qu'on a contre le gouvernement provincial pour ne pas avoir respecté la première entente de l'abbé James pour arriver à une nouvelle entente qui est plus, comment dire, qui est supposée être meilleure et qui reconnaît davantage la souveraineté des Cris sur leur territoire. Mais cela dit, et je ne blâme pas les Cris, là, c'est le gouvernement provincial, il a créé 2 catégories d'Autochtones. Ceux qui sont conventionnés, hein, parce qu'on parle de la convention de la baie de James et du Nord, et ceux qui ne le sont pas. Et les Inuits notamment, les Algonquins, les Atikamekw, on a tous des barrages sur nos terres ancestrales qui ont été bâtis sans consultation auprès des communautés, qui même souvent, de façon assez dramatique, ont inondé le territoire quand les gens s'y attendaient pas. Il y a des histoires assez terribles, justement, en pays atikamekw. Et je me souviens, j'avais dans une assemblée publique, c'était une consultation sur la politique énergétique du Québec, puis il y avait une assemblée publique, puis il y avait un vice-président aux affaires autochtones d'Hydro-Québec. Je pense que c'était M. Laporte, si ma mémoire est bonne. Un homme qui se présentait très bien, bien encravaté et tout, puis vantait. Les Cris, c'est extraordinaire, notre entente qu'on a avec eux, grand traité contemporain, la preuve qu'on est moderne, qu'on est tellement en bonne, au diapason des besoins des communautés autochtones, et patati et patata, tout était beau. Et là, je lui ai dit, écoutez, M. Laporte, quand je suis allé au micro après la période de questions, je lui ai dit, écoutez, M. Laporte, à vous entendre, c'est tellement beau, la Convention du Nord puis de la baie James, que maintenant, vous allez vite vous mettre en négociation avec les Inuits pour les barrages que vous avez faits sur la Manicouagan, avec les Algonquins pour les barrages que vous avez faits sur l'Outaouais, avec les Atikamekw pour tous les barrages que vous avez faits sur leur territoire, afin que là aussi, on ait des aussi beaux traités que ça. Il a tapé sa table, il a dit non! Non! Mawat! Il n'a pas dit Mawat, mais c'est ça que ça voulait dire. Alors, tout ça pour dire que si tu veux prendre les Cris comme modèle, va falloir que tu te trouves des avocats avec des bons tomahawks juridiques. Non, c'était pas nécessairement pour s'allier avec eux autres, mais j'aimais parce que j'ai vu l'organigramme de comment est gérée la communauté, puis tout le monde avait sa place d'une certaine façon, que ce soit autant les femmes, les adolescents, la santé. Fait qu'on dirait que c'était pas compartimenté comme en silo, mais on dirait que tout le monde intertravaillait avec d'autres secteurs, puis c'est plus pour ça que j'enviais leur façon de faire, parce que je me disais qu'on pourrait reproduire ça pas au Québec, là, mais chez les peuples autochtones, pour voir à ce que tout le monde puisse participer à une démocratie, aux besoins, au bien-être d'une communauté, puis d'avoir sa place. Puis c'est ce qui me ramène quand je disais au départ,
j'ai travaillé fort pour avoir ma place où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Puis ça m'a pas pris 1 an, ça m'a pas pris 2 ans. Là, je suis rendue à 29 ans, j'ai sorti à Kiona à 16 ans, fait que ça a pris tout ce moment-là pour que finalement, on me fasse confiance et puis que j'avais l'expertise pour, mettre en fonction, ben, comme le rôle de conseillère stratégique, je savais même pas que ça existait, tu sais, j'ai accepté, puis j'ai juste passé 2 jours au travail, puis déjà on me demandait si je voulais avoir un autre poste qui allait me convenir plus, pour mes expériences, mais j'ai dit: «Moi, si je travaille pour les jeunes, ben, j'aurais accepté quand même réceptionniste puis répondre au téléphone à chaque jour. Ça aurait fait quand même mon bonheur, mais c'est le fun d'être reconnu pour ce qu'on vaut vraiment, puis je l'ai pas vu souvent ça, c'était vraiment: «Toi, tu es pas prête à le faire, on va te donner à quelqu'un d'autre en attendant que tu te formes pour le faire». Fait qu'on dirait que c'est souvent plus, décourageant, puis j'ai même, tu sais, passé par des, heu des dirigeants autochtones qui n'ont pas voulu me laisser cette place-là non plus, là. Fait que c'est pour ça que à certaines fois, je me suis dit: «Je vais arrêter de pédaler ici parce que je sais que ça m'amènera nulle part. Je vais aller m'essayer ailleurs ou je vais faire quelque chose en attendant pour souffler comme l'université». Puis c'est là qu'on m'a proposé beaucoup d'emplois, durant même mon université pour me dire: «Gabrielle, ça ne te tenterait pas de venir chez nous? On sait, que tu es capable de faire le travail». Fait que, je pense que les opportunités, ça vient par l'implication. Puis je parle pas seulement d'implication où est-ce que tu es salarié, c'est de l'implication bénévole aussi. Puis quand on dit bénévole, des fois, c'est démotivant, mais c'est là, quand j'allais dans les forums, quand on m'invitait à des panels de discussion, que moi-même j'en apprenais le plus, là. Puis pourtant, c'était des heures gratuites que je donnais, mais maintenant, c'est comme ça qu'on me reconnaît aujourd'hui, par mes implications. Mm. J'ai l'impression que l'autre génération, ils n'ont pas, ils ont pas cette habitude-là de former la relève ou le leadership parce que, tu sais, on entend souvent que la culture de leadership, c'est vraiment accompagner, mentorer un jeune, mentorer quelqu'un qui va prendre ta place un jour pour prendre ta relève. Puis on dirait que dans les communautés, on n'a pas cette culture-là. Tout le monde travaille dans les conseils de bande, puis tout le monde s'accroche à leur position ou d'où est-ce qu'ils sont. Puis il n'y a pas cette mentalité-là de devoir former la jeunesse. Tout le monde parle de former la jeunesse, mais on dirait qu'on est pogné à nous-mêmes de se former. Je me rappelle, en 2010, on me disait, quand je voulais retourner aux études, on me disait, quand tu finis tes études, là, va faire tes preuves en ville, va faire tes preuves ailleurs avant de retourner chez vous parce que tu risques de te faire contredire beaucoup parce que tu n'as pas d'expérience, tu n'as aucune expérience par rapport à ce que les autres ont déjà. Puis c'est ça que mon père me disait quand il a eu son attestation à l'université. Lui, il se faisait contredire souvent au début quand il retournait à Manoine, puis je voyais cet effet-là, comme quoi, tu sais, on tenait pas vraiment sur son opinion parce que c'était nouveau, puis il est fraîchement sorti de l'université. Puis moi, j'y pensais, mais je pense que je vais rester en ville tant aussi longtemps que je reste en ville, je vais rester, puis faire mes preuves, puis éventuellement, probablement que Manon va vouloir Ouais. que je revienne un jour, là. Moi-même, j'ai travaillé dans ma communauté, pour, le projet Échiquette Inuit. Là, encore là, j'étais, agente de mobilisation puis, chargée de projet d'une certaine façon. Puis là encore, j'étais comme, qu'est-ce que j'entendais? C'est souvent ça, que comment je peux faire pour avoir ma place, mais aussi de travailler avec des gens plus expérimentés. Puis c'est ça que ça donnait cette consultation-là sur plusieurs sessions de Zoom en ligne pour rencontrer puis parler des sujets, qu'on aimait, mais souvent on n'allait plus dans le sujet qu'on avait donné, mais les gens ils disaient: «Ça m'a fait du bien de m'ouvrir parce que j'ai essayé 3 emplois dans le 3 derniers mois». Puis les 3 ils m'avaient dit qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait été pris, puis pourtant l'affichage du poste était même pas fini encore. Fait qu'on dirait qu'aussitôt que tu dis, mettons, juste ton âge, puis qu'est-ce que tu as fait comme études, si tu as juste un secondaire 5 ou ben, une formation continue. «Ah non, tu es pas assez, ou ben, mettons le contraire aussi, on peut le voir. «Ah, j'ai un bac, ça fait 3 ans que je suis en ville,
là, je veux avoir tel poste qui demande un bac dans ma profession. Ah non, ça va être, tu vas être trop payé, hein. Fait qu'on dirait qu'il y a ça aussi, la réalité de l'argent, là, c'est toujours, une question, mettons, de financement. On n'a pas assez pour payer parce que tu as trop été à l'école, mais tu as pas assez d'expérience pour qu'est-ce qu'on veut t'engager. Ben, on va prendre quelqu'un avec de l'expérience qui a aucune certification. Puis tu vois, on dirait que c'est toujours la même roue qui tourne. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de jeunes qui m'ont dit que on leur faisait pas confiance. Puis je trouve ça tellement dommage parce qu'il y a tellement d'idées comme moi, innovateurs, qui sont portées par des jeunes, mais qui finalement, ils n'ont jamais leur place, ou des idées de projet, mais ils savent pas aller chercher l'expertise pour les aider, comme si on parle d'économie sociale, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi, puis que je m'implique à la Coop Nidaskinan en tant qu'administrateur. Ben, je crois à toute personne qui veut bien adhérer puis faire en sorte que la mission avance parce que chacune des personnes autochtones pour un organisme autochtone a le droit à sa place finalement. Peut-être pour terminer, encore une fois, un sujet qui peut être assez lourd, merci. Parce que je vois que tu es vice-présidente de femmes autochtones au Québec et on sait la situation des femmes autochtones. Il y a eu beaucoup avec la commission Vien, avec le rapport sur les femmes autochtones assassinées et disparues. Il y a eu beaucoup de Joyce Echaquan, il y a eu beaucoup de débats sur la situation des femmes. Est-ce que tu trouves que la situation de la femme autochtone va s'améliorer? Est-ce qu'il y a des progrès réels ou si on piétine encore au niveau des droits des femmes en milieu autochtone? Ben, je pense que c'est vraiment l'accès des services pour les femmes en communauté. Il y en a des services, mais il n'y en a pas à tonnes. Puis souvent, c'est ce qu'on oublie de dire, c'est que les services offerts en communauté, souvent, sont très limités. Il faut que tu ailles à l'extérieur, mais encore là, c'est pas adapté pour ton besoin ou adapté selon ton identité ou d'où tu viens, en fait. Fait que il y a aussi toujours cet enjeu-là de comment on peut avoir un accès équitable pour les Premières Nations dans les services de santé ou de santé mentale au travers du Québec. Mais comment on peut aussi enrayer, si on parle de l'état de la femme, euh, on parle tout simplement aussi de racisme systémique. C'est de reconnaître puis de mettre en action. Puis je vois, je pense, plusieurs femmes prendre des têtes dirigeantes puisqu'on était avant de toute façon une société plus matriarcale. Les femmes reprennent du pouvoir, fait que les femmes ils feraient la place pour d'autres femmes qui aient un accès à des services ou des droits, même si on parle des femmes disparues, assassinées, de retrouver ces femmes-là, puis de dire à leur famille, ils sont là, puis ils ont vécu ça, puis maintenant on peut aller en justice avec ça, c'est de leur donner le pouvoir, mais de les croire aussi parce qu'on n'a pas grande place, tu sais, j'en parle souvent avec mes collègues de l'université sur les enjeux des Premières Nations, puis je leur dis, les statistiques concernant les femmes qui disparaissent autochtones ou qui se font tuer par rapport aux femmes québécoises ou de n'importe gens issus de la diversité. Nous autres, on fait toujours le dos, puis pourquoi vous pensez? Ben, il dit, ben, je pense parce que vous avez tellement vécu ou ben vous êtes tellement pas reconnu que c'est pour ça que vous disparaissez de même. Puis ça, c'est le point de vue d'un Québécois que j'ai eu. Puis je me disais, ouais, il y a ça, mais on dirait que tout le monde pense que les services qu'on nous donne, finalement, quand ils sont pas bien mis, bien ancrés, bien utilisés pour les Premières Nations, on dirait que c'est ça qui fait si j'appelle la police puis on me dit: «Tu rappelleras dans 4 heures», ben là, je vais peut-être être morte dans 4 heures, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le système, qui veulent nous prendre en charge, rapidement. Puis j'avais vu dans beaucoup d'hôpitaux, les femmes qui s'y rendent, ils veulent pas nécessairement faire de plainte parce qu'ils ont peur des représailles. Puis il y a beaucoup ça, cette situation-là de peur d'aller dans ces services, notamment parce que Joyce, il a été beaucoup médiatisé par rapport à: «Ah, je suis maltraité».
ben pourquoi j'irais me rendre à l'hôpital si je sais que je suis pas pour être soignée? Fait que je pense qu'il y a un travail collectif à faire de, je pense, d'éduquer ces services-là. C'est n'importe quel service. Si je parle du bien-être social, l'accès à des épiceries, comprendre le fonctionnement même du milieu urbain, comprendre le fonctionnement des demandes pour les assurances, mettons maladie en communauté, puis je pense que c'est de bien aussi recadrer le système de santé de tous les accès possibles, mettons, de le faire comprendre comment ça fonctionne aux gens aussi, je pense que ce serait très facilitant. Fait que moi, c'est comme ça que je répondrais, c'est comment maintenant on peut passer à l'action sur des choses qu'on pense très compliquées, mais c'est anodin. Notamment, je fais une présentation à 15 heures à 16 heures à la mini-école de l'Université Laval après vous, là. Puis là, encore, je vais sensibiliser les gens sur c'est quoi la réalité des Premières Nations, les enjeux, pour les éveiller à faire attention quand ils vont avoir leurs clients autochtones qui vont venir les voir, qui vont savoir comment les accueillir. Puis je pense que pas mal tout le monde pourrait faire ça pour aider à ce que tout le monde dans les services de santé mentale, au tout, n'importe quel service, de s'y sentir comme accueilli comme tout le monde, d'une façon équitable, sécuritaire, puis culturellement pertinent. En tout cas, tu nous convaincs très certainement que ça prend plus de femmes au pouvoir pour faire changer des choses. Et si jamais tu te présentes en politique, ben peut-être même si jamais c'est au suffrage universel, qu'on voterait pas pour Ghislain puis qu'on voterait pour toi. Hein? Ça serait... Il faudrait qu'on vote pour nos deux en même temps. Genre, moi, je serais contente. Comme ça, il m'apprendrait quand on parle de transfert de connaissances, ben, ce serait un bon palier, je pense, transférer aux jeunes qu'est-ce qu'on sait avec je ne sais pas combien d'années d'expérience, ben, je passerai mes journées à apprendre c'est quoi son travail, puis tout ça, je pense que c'est enviable. Ouais. Oui, de fait, c'est un homme remarquable. Alors, effectivement, il pourrait, à l'âge où il est rendu, commencer à passer à la relève et à faire un transfert de connaissances, de tout ce qu'il a acquis avec sa longue expérience comme porte-parole des chefs autochtones. Alors, il y a un bout linguistique. Hein? Alors là, c'est intéressant parce qu'on a deux locuteurs de langue, un Atikamekw, l'autre Innu. Et donc, c'est la capsule linguistique d'Alexandre. Là, je me retire humblement. Oui, ben c'est ça. Je me demandais ce serait quoi le mot que je pourrais choisir pour cette semaine. Puis, j'ai pensé à mobilisation parce qu'il se fait beaucoup de mobilisation. J'ai pensé à engagement, mais c'est difficile de traduire ces mots-là dans les différentes langues parce qu'on dirait que les significations sont différentes chacune de l'autre. Mais il y a un mot qui est sorti, c'est la jeunesse. Fait que j'ai checké sur les mots, j'ai regardé sur les mots qui sont pour, mettons, la jeunesse. Puis il n'y a pas vraiment de mot pour jeunesse en tant que tel, c'est soit jeune homme ou jeune femme. Fait qu'en Atikamekw, on pourrait dire Ushkinigyo pour jeune homme. Puis on dit aussi que c'est un célibataire en même temps. Pour les femmes, c'est jeune femme, c'est Ushkisquaw. En Innu-Aimun, j'ai regardé, c'est aussi Nichishu. Je ne sais pas si j'ai bien dit, Gabriel. Osinichu. Osinichu. Ah, c'est beaucoup de contractions. Ça a sorti Ishkwes aussi, mais je me demande si ils suivent la même logique pour l'autre mot pour jeune homme. Si on essaie d'appliquer la même logique pour Osinichu, j'imagine que c'est Osinishquaw, ça pourrait être valable. Ouais, mais ce serait bizarre. Je pense que j'ai mieux Ishkwest. Non, on va y passer ça alors. OK. Crédit de l'abbé James, il dit Ushinishu. C'est quasiment comme l'Innu-Aimun, un jeune homme. Usinishquaw. Crédit des plaines, il dit Uskinigyo. Un peu comme nous autres, Uskinigyo. Uskinisquest. Moose Crampy, quasiment semblable. Il y a juste, je pense, des petits symboles qui changent. Là. Ouais. Uskinisquaw, OK. Nishnabéon, c'est Shkinigi. Puis les autres, ils disent aussi que c'est un ouvrier en même temps. C'est un jeune ouvrier. Un jeune employé, en fait. Shkinigwe.
Le koué, c'est pour la femme. Puis il y a quelque chose que j'ai regardé, que je viens de remarquer, c'est que quand on dit tout le temps pour garçon, on dit ushkinikchish, mais il y a aussi ushkinigyu pour jeune homme, puis le shish, c'est vraiment pour le dire que c'est petit, le diminutif. Puis quand je regarde Nigyo, j'essaie de faire une recherche sur ce syllabe-là, en fait, la flexion Nigi, c'est ceux-là. Puis le W, je sais que ça veut dire quelque chose qui est une entité ou un être. Fait que ces êtres-là, c'est comme si on pourrait dire que les hommes, c'est ces êtres-là. Puis il y a aussi un rapprochement que je vois dans Nitaogyo. Nitaogyo, c'est quelque chose qui pousse ou qui est né, qui croît. Si j'arrive pour la femme, Ishkwejish, tu as le jish qui est le diminutif, donc pour Iskwa. Puis j'essaie de voir qu'est-ce que ça veut dire Iskwa, parce que ça fait longtemps que je cherche ça, puis on entend souvent le ASCII aussi, comme terre-mère. Puis quand j'ai fait une recherche sur c'est quoi que veut dire ASCII, apparemment que ça vient de Ishkwaskidesk, qui veut dire la braise, en fait. Puis si on traduit littéralement le mot braise, Ishkwaskidesk, c'est comme si c'est pour dire la fin du feu ou la fin du flambé. C'est quelque chose qui n'a pas complètement brûlé ou qui a fini de brûler. Fait que c'est comme on peut dire que c'est une braise. Puis ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est il y a John Evan Kukuchi qui avait fait un statut pour parler du sens de soleil. Qu'est-ce qui veut dire soleil? On dit pisium. Le mot pisium vient du mot pisibrin, c'est-à-dire éclater, un éclat. On arrive à l'idée d'un Big Bang, ok, c'est bon. À la suite de cette explosion, il y a le mot ASCII diminutif provenant du mot Ishkwaskidesk, qui veut dire braise. Le mot ASCII est la traduction du mot planète. Selon le langage atikamekw, la planète Terre sera donc la braise issue d'un éclat du soleil. Fait que je me demande aussi si Ishkwa ou Iskwa, ça pourrait venir de Ishkwaskida aussi, quelque chose qui a rapport avec la terre, avec la braise, avec le feu. Fait que c'est ça que je me pose comme question. C'est une interprétation à moi que j'essaie de trouver, mais je serais vraiment intéressé à savoir plus sur le mot Iskwa, le sens de mot Iskwa. Ben écoute, mon cher Alexandre, tu vas être comme Joséphine Bacon bientôt, tu vas être un poète, là. Parce que c'est, oui, un éclat de soleil. On a bien besoin du soleil, on l'attend d'ailleurs. Et aujourd'hui, notre éclat de soleil s'appelait Gabriel Vachon-Doran. Et on espère que tu vas continuer à rayonner longtemps, à réchauffer l'atmosphère et à faire pousser le changement. Ouais, ça, c'est mon style en plus. Alors, écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je rappelle aussi que bientôt, on aura, parce qu'on a des activités à Terres en Vue qui s'en viennent. Hein, notre saison, c'est l'été, avec bien sûr Présence autochtone, le Festival international Présence autochtone pour 2022 du 9 au 18 août. On va avoir des activités encore le 21 juin et en juin aussi à proximité du 21 pour souligner le mois de l'histoire autochtone. Et puis, on a une équipe qui est très affairée maintenant, dont évidemment Alexandre et moi faisons partie. Alors, on va prendre parfois certains podcasts un peu plus courts, mais on va les annoncer, on va leur trouver un nom, podcast Éclat de soleil, peut-être, justement. Ben oui. Ouais, un peu plus court pour donner un peu un aperçu de ce qui s'en vient, du travail qu'on fait, puis présenter l'équipe, donc quelque chose d'un peu plus interne ici, puis de façon à ce que plus de gens soient associés au courant, puissent poser des questions sur tout ce qu'on prépare dans notre cuisine et qui va être étalé sur la nappe à l'été. Alors, encore une fois, merci Gabriel, merci Alexandre. Alors, Alexandre, Gabriel, si tu as quelque chose à rajouter, c'est le moment. Après ça, je vais laisser mon collègue Alexandre conclure.
Ah ben, je vous remercie de l'invitation, Tinesh Komitna. Puis je vais saluer, je fais toujours ça. Je suis sûre, pas mal sûre que ma mère me regarde en ce moment. Elle me regarde tout le temps, tout le temps. Hier, elle me demandait où est-ce que je m'en vais pour te voir. Fait que je vais la saluer avec beaucoup d'amour. Je l'aime, ma maman. Puis mes petites sœurs aussi, c'est sûr qu'ils vont regarder ma grand-mère, mes grands-oncles, mes grandes-tantes, toute la famille, en vrai, là, parce que j'aurais pu en nommer, puis surtout aussi peut-être ma belle famille qui regarde aussi. Là. Tu donnes le style un peu radio communautaire avec ton commentaire. As-tu une demande spéciale pour la communauté de Pessamit? Ouais, c'est ça, c'est full mon genre. En plus, ben, je pense que ma demande spéciale pour Pessamit, ce serait engagez-vous. Puis je vois beaucoup d'éclats de soleil qui commencent à se décrocher de la communauté. Puis il y en a des changements de carrière, notamment que j'ai vus. Les gens se reprennent puis ils se disent je peux faire quelque chose que j'avais jamais fait avant. Fait que allez-y fort, là. Moi, je vous attends. Sinon, si jamais vous avez des questions ou de l'aide pour vous retrouver dans vos affaires, puis sinon des questionnements, n'importe quoi. Je suis toujours ouverte. Je suis amigo d'être avec nous. C'était vraiment le fun comme journée. Fait que, on va se revoir sûrement. Soit dans les jeux, on va sûrement se voir en soirée, comme je te croise, des fois de temps en temps. Là. Fait que, Ben oui. Et puis tous les mercredis midi, on est là. Ben oui, je continue à vous suivre. Bon, amigo, tu m'as